L'écran holographique s'alluma, projetant une étrange lueur bleue sur le bureau du chancelier Harvey Ross. L'emblème familier du Conseil galactique apparut, son design complexe rappelant brutalement la place de l'humanité dans le cosmos. Ross redressa sa cravate, habitude née d'années de rencontres diplomatiques. Mais cette fois, un frisson inquiétant lui parcourut l'échine. Les traits reptiliens du conseiller Mordecai se précisèrent. Sa peau écailleuse, luisant sous la lumière artificielle de la salle du conseil. Les yeux aux multiples facettes de l'extraterrestre semblaient transpercer Ross, même à travers la projection holographique. Salutations, chancelier Ross. La voix de Mordecai trahissait une cordialité feinte. Le Conseil galactique a pris une décision concernant votre petite planète pittoresque. Ross serra les dents, mais garda son sang-froid. Je vous écoute, conseiller. Les ressources de la Terre sont devenues, disons, intéressantes pour la communauté galactique dans son ensemble. Disons, intéressantes pour la communauté galactique dans son ensemble, poursuivit Mordecai, une pointe d'amusement dans la voix. Le Conseil a voté pour le lancement immédiat des opérations d'extraction. Ces mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. L'esprit de Ross s'emballa, mais son visage resta impassible. Vous savez sûrement, conseiller, que la Terre est un monde souverain. Nous avons des droits en vertu de la charte galactique. Le rire de Mordecai le coupa net, un son rauque et grinçant. Des droits? Oh, chancelier, quelle naïveté charmante! Ceci n'est pas une requête, c'est une note de courtoisie. Préparez votre monde à notre arrivée. L'hologramme s'éteignit, laissant Ross seul dans l'obscurité soudaine. Il s'affala sur sa chaise, le poids de la galaxie pesant sur ses épaules. Sa main plana sur le bouton de communication d'urgence, tremblant légèrement, avant qu'il ne se décide à appuyer dessus. Les alarmes retentirent dans tout le complexe du gouvernement de la Terre unie. En quelques minutes, la salle de crise bourdonna d'activité. Chefs militaires, scientifiques et politiciens affluèrent, le visage empreint d'inquiétude et de détermination. L'amiral Patrick Spencer, un homme aux cheveux grisaciers et aux yeux bleus perçants, fut le premier à prendre la parole. « Chancelier, quelle est la situation ?» Ross prit une profonde inspiration, son regard balayant la pièce. Le Conseil galactique a décidé d'extraire les ressources de la Terre. Il ne demande pas la permission. Le chaos a régné dans la salle. Les voix se sont croisées, allant de l'indignation à la panique. Le docteur Julian Hang, la plus éminente xénobiologiste de la Terre, a frappé du poing sur la table. C'est une violation de tous les traités que nous avons signés. Les traités ne servent à rien s'ils ne sont pas respectés, grommela le général Morgenholt, sa silhouette imposante surplombant l'écran holographique du réseau de défense terrestre. Ross leva la main, réduisant la salle au silence. Nous savions que ce jour pourrait arriver. Depuis que nous avons commencé à prendre nos distances avec les décisions les plus discutables du Conseil. Un silence s'abattit sur l'Assemblée lorsque Ross activa un flux de données sécurisées. Images et rapports défilèrent sur les écrans, détaillant des années de retrait progressif des initiatives du Conseil galactique. Accords commerciaux non signés. Exercices militaires conjoints déclinés. Programmes d'échanges culturels discrètement fermés. Nous nous y préparions, poursuivit Ross d'une voix assurée. L'opération Rempart est désormais active, acquiesça l'amiral Spencer d'un air sombre. Nos capteurs spatiaux sont à pleine capacité. S'ils bougent, nous le saurons, s'exclama le docteur Hang, la voix crispée par l'inquiétude. Chancelier, il y a sûrement encore une place pour la diplomatie. Nous ne pouvons espérer résister à la puissance du Conseil. Ross croisa son regard, une lueur vacillante. Détermination, résignation, sur son visage. Tu as raison, Juliane. On ne peut pas abandonner la diplomatie pour le moment. C'est pourquoi je reviens. Le silence retomba dans la salle, la tension crépitant dans l'air comme de l'électricité statique. Chancelier, avec tout le respect que je vous dois, c'est du suicide, protesta le général Holt.
Ils pourraient te prendre en otage, ou pire. Ross secoua la tête. C'est un risque que nous devons prendre. S'il y a une chance de résoudre cela pacifiquement, nous devons essayer. Mais ne vous y trompez pas, c'est notre dernière tentative diplomatique. Si elle échoue, il laissa planer l'insinuation. L'amiral Spencer s'avança d'une voix basse et intense. « Nous serons prêts, monsieur ?» Ross hocha la tête, un sourire sinistre aux commissures des lèvres. « Espérons que cela n'arrivera pas, Patrick. Mais si c'est le cas, l'humanité rappellera à la galaxie pourquoi on nous appelle les morts-mondeurs. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Tandis que Ross se préparait pour son voyage vers le siège du Conseil galactique, les défenses terrestres furent discrètement mises en état d'alerte maximale. Des satellites furtifs se sont repositionnés dans les espaces obscurs entre les planètes. Salut, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Cela contribue grandement à son développement et à sa diffusion. Voyons maintenant ce qui va suivre. Des chantiers navals cachés au cœur de la ceinture d'astéroïdes bourdonnaient d'activité tandis que d'élégants vaisseaux prédateurs larguaient leurs amarres. Dans ses appartements privés, Ross se tenait devant un miroir, ajustant sa tenue de soirée. Le poids du destin de l'humanité pesait lourdement sur ses épaules. Un léger carillon annonça un visiteur. Le docteur Hang entra, le visage marqué par l'inquiétude. « Harvey », dit-elle doucement, utilisant son prénom dans l'intimité du moment. « Tu es sûr de toi ?» Ross se tourna vers elle, le regard empli d'un mélange de détermination et de résignation. « Il faut essayer, Juliane. Malgré tous nos progrès, malgré tous nos préparatifs, la guerre nous dévasterait tous. » Elle hocha la tête en s'approchant. « Je sais, mais le Conseil, ils ont changé. Les idéaux que nous partagions autrefois ne sont plus que de lointains souvenirs. » Peut-être, songea Ross, mais il y a peut-être encore des alliés. Toutes les civilisations ne sont pas d'accord avec la nouvelle orientation du Conseil. Il nous faut simplement les trouver, leur rappeler ce que nous avons défendu ensemble. La main de Juliane trouva la sienne, la serrant doucement. « Soyez prudents là-bas, et revenez nous voir. » L'instant passa, et le chancelier Ross sortit de ses quartiers, flanqué d'un petit détachement de sécurité. Les couloirs du complexe UEG étaient un bourdonnement de chaos contrôlé. Le personnel s'affairant dans tous les sens, tandis que la Terre se préparait à une éventuelle guerre interstellaire. Au spatioport, un élégant vaisseau diplomatique attendait. Ses lignes épurées trahissaient les défenses et les contre-mesures avancées dissimulées sous sa coque. En gravissant la rampe d'embarquement, Ross marqua une pause et se tourna vers la foule de responsables et de journalistes. « Peuple de la Terre », commença-t-il, sa voix portant à travers la rampe de lancement. « Nous sommes à la croisée des chemins. Le chemin qui nous attend est incertain, semé d'embûches. Mais sachez ceci. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Nous sommes l'humanité. Nous avons survécu aux ères glaciaires, aux épidémies et à notre propre nature destructrice. Nous avons atteint les étoiles et trouvé notre place parmi elles. Et maintenant, nous allons montrer à la galaxie la véritable force de l'esprit humain. » Des acclamations s'élevèrent de la foule, un rugissement de défi face à l'immensité de l'espace et aux menaces qui l'entouraient. Ross s'autorisa un léger sourire avant de monter à bord du vaisseau. Alors que le vaisseau diplomatique quittait l'atmosphère terrestre, Ross s'installa dans ses quartiers. Il activa une liaison de communication sécurisée, le connectant à l'amiral Spencer sur Terre. « Nous sommes en route, Patrick », annonça-t-il. Arrivé à la station estimée dans 36 heures, la forme holographique de Spencer acquiesça. « Compris, monsieur. Nous surveillerons votre signal en permanence si quelque chose se passe mal. »« Je sais, » interrompit Ross. « Vous serez prêts, mais espérons que nous n'en arriverons pas là. » Le voyage à travers l'hyperespace fut tendu, ponctué de séances stratégiques et de planification d'urgence.
Ross étudia les rapports, cherchant un moyen diplomatique d'influencer le Conseil. Alors qu'ils approchaient de l'immense station spatiale qui servait de quartier général au Conseil galactique, Ross se prépara à la confrontation à venir. La station se dressait devant eux, immense construction de champs de métal et d'énergie, abritant des représentants de centaines d'espèces spatiales. Le vaisseau diplomatique s'amarra en douceur, et Ross conduisit sa petite délégation à bord. Les couloirs étaient une cacophonie de visions, de sons et d'odeurs extraterrestres. Des espèces venues de toute la galaxie se mêlèrent, certaines observant la délégation humaine avec curiosité, d'autres avec une hostilité à peine dissimulée. À l'entrée de la salle du conseil, Ross marqua une pause et prit une profonde inspiration. Le sort de l'humanité dépendait de ce qui se passerait au-delà de ses portes. Après un signe de tête à son équipe, il s'avança, ouvrant les portes massives sur la salle aux allures d'amphithéâtre où se jouait le destin des mondes. Le Conseil galactique attendait, impassible, ces visages extraterrestres. Les yeux du conseiller Mordecai brillaient d'un triomphe à peine contenu, tandis que Ross prenait place à la tribune du président. Le chancelier humain se tenait droit, la voix claire et ferme, tandis qu'il s'adressait aux représentants de 1000 mondes rassemblés. « Mes estimés membres du Conseil galactique, » commença Ross, ses paroles résonnant dans la vaste salle. « Je me présente devant vous aujourd'hui non seulement en tant que représentant de la Terre, mais aussi en tant que porte-parole de la raison, de la justice et des principes mêmes sur lesquels ce Conseil a été fondé. » La danse diplomatique avait commencé. La salle du conseil vibrait d'une cacophonie de langues étrangères, tandis que Ross prenait place à l'estrade centrale. Des centaines d'espèces, représentées par leurs diplomates les plus estimés, remplissaient l'imposant amphithéâtre. L'air crépitait de tension, et Ross sentait le poids d'innombrables regards posés sur lui. La voix du conseiller Mordecai trancha le vacarme, réduisant la salle au silence. Le Conseil donne la parole au chancelier Harvey Ross de la Terre. Vous pouvez présenter votre cas humain. Ross redressa les épaules, son regard balayant l'Assemblée. Estimé membre du Conseil galactique, je me présente devant vous aujourd'hui non seulement en tant que défenseur de la Terre, mais aussi en tant que porte-parole des principes mêmes sur lesquels cette auguste institution a été fondée. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner. La décision d'extraire des ressources de la Terre sans consentement n'est pas seulement une violation de notre souveraineté. C'est une trahison de tout ce que le Conseil galactique prétend représenter. Des murmures parcoururent en la foule. Ross insista, sa voix devenant plus forte. La Terre est un membre loyal de ce Conseil depuis des générations. Nous avons contribué à la paix galactique, partagé nos connaissances uniques et soutenu nos frères cosmiques en temps de crise. Le conseiller Vashitura, un être de cristal vivant originaire de la galaxie d'Andromède, se pencha en avant. Vos contributions sont saluées, chancelier. Mais vous comprenez sûrement que les besoins du plus grand nombre l'emportent sur les désirs de quelques-uns. Ross se tourna vers elle, l'air résolu. Sauf votre respect, monsieur le conseiller, cet argument a servi à justifier des atrocités tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, c'est la Terre. Demain, ce pourrait être n'importe lequel de vos mondes. La Chambre a été le théâtre de débats houleux. Ross a pu constater les limites, certains représentants acquiescents, d'autres se moquant de ses propos. La voix de Mordecai résonna dans le tumulte. Assez. Chancelier Ross, votre rhétorique est émouvante, mais elle ne change rien. La décision a été prise. Par qui? S'exclama Ross, les yeux plissés. Ce conseil fonctionne selon les principes du consensus et du respect mutuel. Quand ce vote a-t-il eu lieu? Lequel d'entre vous a accepté de dépouiller un monde souverain de ses ressources sans même une discussion? Un silence gêné s'abattit sur la salle. Ross a profité de son avantage. J'exige un vote formel, ici et maintenant, en présence de tous les membres. Voyons qui défend véritablement les idéaux de ce conseil et qui en ferait un instrument d'exploitation.
Les écailles de Mordecai tremblaient d'une colère à peine contenue. « Tu oses, j'ose défendre la charte », interrompit Ross d'une voix claire. Article 7, section 3. Toute décision affectant un monde membre doit être soumise au vote du Conseil. J'ai invoqué ce droit. La tension dans la salle était palpable. Plusieurs conseillers s'agitaient mal à l'aise sur leur siège. J'ai invoqué ce droit. La tension dans la salle était palpable. Plusieurs conseillers s'agitaient mal à l'aise sur leur siège, tandis que d'autres se penchaient en avant, manifestant un intérêt nouveau. Le conseiller Aon, une entité gazeuse contenue dans une combinaison ornée, prit la parole. L'humain dit la vérité. Nous ne pouvons ignorer nos propres lois, aussi incommodes soient-elles. Mordecai plissa les yeux, mais acquiesça sèchement. Très bien. Nous allons voter. Mais sachez, chancelier Ross, que vous pourriez ne pas apprécier le résultat. Alors que le vote commençait, Ross pouvait observer les manœuvres politiques en temps réel. Conversations chuchotées, regards entendus et gestes subtils échangés entre les différentes factions. Il savait que le sort de la Terre était en jeu et qu'il devait tirer le meilleur parti de chaque seconde. Avant que vous ne votiez, Ross s'adressa à l'Assemblée. Je vous implore de considérer le précédent que vous créez. Aujourd'hui, ce sont les ressources de la Terre que vous convoitez. Mais que se passera-t-il lorsque le Conseil se tournera vers vos mondes? Qui vous soutiendra alors? Il désigna un écran holographique présentant les réalisations scientifiques et culturelles de la Terre. Nous avons offert à la galaxie des avancées médicales, un art qui a permis aux êtres de se déplacer à travers le cosmos et des perspectives philosophiques qui ont façonné le discours galactique. Êtes-vous vraiment prêt à sacrifier tout cela pour un gain à court terme? La conseillère Tali Zora, un être aviaire réputé pour sa sagesse, a pris la parole. Le chancelier Ross soulève des points pertinents. Peut-être avons-nous été trop hâtifs dans notre jugement. Mais Mordecai ne reculait pas, à notre avis. Mais Mordecai ne reculait pas. Hâtif, nous avons délibéré pendant des cycles. Les ressources de la Terre sont vitales pour la poursuite de plusieurs projets galactiques clés. L'attrait émotionnel des humains n'y change rien. Le débat faisait rage, les conseillers de différentes factions présentant leur point de vue. Ross observait attentivement, notant quelles espèces semblaient compatissantes face à la situation critique de la Terre et lesquelles étaient résolument alignées sur la faction de Mordecai. Alors que les discussions s'intensifiaient, Ross remarqua un subtil changement dans la dynamique de la salle. Le conseiller Tax, représentant habituellement réservé d'une espèce à base de silicium, discutait tranquillement avec plusieurs autres membres. Leurs expressions étaient sombres et Ross sentait que quelque chose clochait. Profitant d'un moment de calme relatif, Ross s'adressa de nouveau au conseil. « Chers collègues, je crois que nous négligeons un aspect crucial de la situation. La biosphère unique de la Terre n'est pas seulement une ressource à exploiter. C'est un laboratoire vivant qui pourrait détenir la clé pour résoudre des problèmes à l'échelle galactique. » Il a activé un autre écran holographique, montrant cette fois la diversité des écosystèmes terrestres. La biodiversité de notre planète est sans équivalent dans la galaxie connue. Le potentiel de percée médicale à lui seul est stupéfiant. En travaillant ensemble dans un véritable partenariat, nous pourrions obtenir des avantages bien supérieurs à tout gain de ressources à court terme. Cet argument a semblé trouver un écho auprès de plusieurs conseillers. Ross aperçut des hochements de tête d'accord et des expressions pensives. Mais alors que la situation semblait sur le point de changer, le conseiller Mordecai est passé à l'action. « Assez de charades !» rugit Mordecai, visiblement à bout de patience. « Nous avons assez cédé aux illusions des humains. Je demande un vote immédiat sur la motion suivante. La Terre sera déclarée protectorat du Conseil galactique, ses ressources gérées pour le bien commun de toutes les espèces. » Le chaos s'empara de la salle. Le cœur de Ross se serra en réalisant le piège dans lequel il s'était jeté. En invoquant un vote, il avait donné à Mordecai l'occasion d'officialiser l'asservissement de la Terre.
L'occasion d'officialiser l'asservissement de la terre. C'est scandaleux, protesta la conseillère Talizora. Nous ne pouvons pas simplement. Mais Mordecai insista, sa voix couvrant toutes les autres. La motion a été présentée. Nous allons voter. Qui est pour? Ross observa avec horreur l'apparition de mains, de tentacules et de divers appendices extraterrestres. Il était clair que Mordecai orchestrait tout cela depuis un certain temps, s'assurant des alliés et concluant des accords en coulisses. Tandis que les votes étaient comptés, l'esprit de Ross s'emballait. Il lui restait une dernière carte à jouer, un pari désespéré qui pouvait tout changer. Avant de finaliser ce vote, dit Ross, sa voix tranchant le brouhaha, j'ai des preuves de corruption au sein du Conseil qui sont directement liées à cette décision. Le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers Ross. Graves accusations, chancelier, siffla Mordecai. J'espère que vous pourrez les étayer, acquiesça Ross d'un air sombre. Je peux, mais j'aurai besoin d'accéder aux données sécurisées du Conseil pour les présenter correctement. Donnez-moi 1 heure, et je vous dévoilerai toute la vérité derrière ce soi-disant bien commun. Des murmures de curiosité et d'inquiétude parcoururent l'assemblée. Les yeux de Mordecai se plissèrent, mais il savait qu'il ne pouvait pas rejeter une telle affirmation d'emblée sans paraître suspect. « Très bien, » dit le conseiller reptilien d'une voix venimeuse. « Vous avez 1 heure, mais si c'est un stratagème pour retarder l'inévitable, les conséquences seront graves. » Tandis que Ross était escorté vers un terminal sécurisé, son esprit se mit à s'emballer, analysant toutes les solutions possibles. Il n'avait aucune preuve de ce genre, bien sûr, mais il avait besoin de temps pour réfléchir, planifier et mettre en œuvre les mesures d'urgence que lui et son équipe avaient préparées pour un tel scénario. Dès qu'il fut seul, Ross activa un communicateur caché dans sa manche. Une série d'impulsions rapides et codées fut envoyée. Un signal prédéterminé qui serait capté par les relais de l'espace lointain de la Terre. C'était le code d'activation de l'opération « Arrêtez d'être gentil ». De retour sur Terre, au cœur du centre de commandement militaire du gouvernement de la Terre unie, les alarmes se sont déclenchées. L'amiral Patrick Spencer a fait irruption dans la salle de crise, le visage marqué par une détermination farouche. « Ça va arriver », a-t-il annoncé aux dirigeants rassemblés. Le chancelier a donné le signal. L'opération Stop Being Nice est désormais active. La salle s'est transformée en une véritable effervescence. Des communications cryptées ont été envoyées à des installations militaires secrètes à travers le système solaire. Des vaisseaux furtifs, longtemps dissimulés dans les profondeurs de la ceinture de Kuiper, ont mis leurs moteurs en marche. Et au plus profond de la croûte terrestre, des machines de guerre endormies commencèrent à s'éveiller. La voix du général Morgan Holt trancha le chaos. À toutes les unités, ceci n'est pas un exercice. Je le répète, ce n'est pas un exercice. Exécutez le protocole Oméga. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Alors que la machine militaire terrestre rugissait, se préparant à un conflit qui ébranlerait les fondements mêmes de la galaxie, le chancelier Ross était assis seul dans la salle sécurisée du Conseil. Il fixait l'écran vide devant lui, sachant que dans moins d'1 heure, il sauverait son monde, ou le condamnerait. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Mordecai fit irruption, flanqué d'un contingent de gardes extraterrestres massifs, leurs muscles bio-améliorés ondulant sous une peau translucide. « Le temps s'est écoulé, humain !» grogna Mordecai, ses yeux reptiliens brillant de malice. Où est cette prétendue preuve de corruption? Ross se leva lentement, le visage marqué par le défi. Les preuves, conseillers, sont partout. Elles résident dans la façon dont vous avez manipulé ce conseil, dans les décisions prises dans l'ombre. « Ça suffit !» rugit Mordecai. Il se tourna vers les autres membres du conseil rassemblés à la porte. « Vous voyez, l'humain n'a rien. Ce n'était qu'un stratagème désespéré pour gagner du temps. » La conseillère Vachitoura s'avança, sa silhouette cristalline scintillant d'une colère à peine contenue. « Chancelier Ross, vous avez abusé de la confiance de ce conseil.
Vous avez bafoué nos procédures et nous avez fait perdre notre temps avec des accusations infondées. Ross regarda autour de lui, lisant un mélange de colère, de déception et, chez quelques-uns, une lueur de sympathie. Mais il était clair que la faction de Mordecai avait gagné. Chancelier Harvey Ross de la Terre, la voix de Mordecai résonna dans toute la salle du Conseil. Vous êtes par la présente accusé de tentative de tromperie du Conseil galactique, d'obstruction aux procédures officielles et de haute trahison contre le bien commun de la civilisation galactique. Les gardes s'approchèrent, leur silhouette massive éclipsant Ross. Alors qu'ils le saisissaient par les bras, Ross croisa le regard de Mordecai. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. La Terre ne le tolérera pas. » Mordecai se pencha vers lui, sa langue fourchue s'étirant en disant « Ta pauvre planète n'a aucune chance, humain. D'ici là, la Terre ne sera plus qu'un autre monde de notre empire, démuni de ressources. » Alors que les gardes commençaient à l'entraîner, Ross passa à l'action. En un éclair, il pivota, utilisant l'élan pour frapper de la paume un panneau caché à sa ceinture. Un léger bip confirma l'activation du signal final, l'ultime recours qui libérerait toute la puissance de la Terre contre la galaxie qui cherchait à la soumettre. « Qu'est-ce que c'était » demanda Mordecai en attrapant Ross par le col. « Qu'as-tu fait » Ross s'autorisa un sourire sinistre. « Je viens de rappeler à la galaxie pourquoi on nous appelle les morts-mondeurs, conseiller. Tu voulais voir la vraie nature. L'humanité. Eh bien, félicitations, tu es sur le point d'obtenir une place au premier rang. » Les gardes resserrèrent leur étreinte, tirant Ross hors de la pièce et, à travers la salle du conseil, les délégués d'une centaine de mondes regardèrent, stupéfaits, le représentant de la Terre défiler devant eux, enchaîné, puis traîné vers le. Dans la zone de détention, Ross aperçut les rares alliés qu'il s'était faits durant son mandat au Conseil. Certains détournèrent le regard, honteux, tandis que d'autres le regardèrent avec détermination, lui signifiant silencieusement que ce n'était pas fini. La porte de la cellule se referma derrière Ross, le champ d'énergie s'animant. Mais même assis seul dans cette prison extraterrestre stérile, une lueur d'espoir brûlait dans sa poitrine. Il avait fait sa part. Il revenait maintenant à la Terre de montrer à la galaxie de quoi l'humanité était réellement capable lorsqu'elle l'était poussée trop loin. De retour sur Terre, au cœur du centre de commandement militaire, un dernier signal codé apparut sur l'écran principal. Les yeux de l'amiral Spencer s'écarquillèrent tandis qu'il décryptait le message. Il se tourna vers le conseil de guerre assemblé, la voix ferme mais chargée de la gravité du moment. « Mesdames et messieurs, le chancelier a été enlevé. L'opération Stop Being Nice est désormais pleinement opérationnelle. Que Dieu nous accorde sa miséricorde, car nous n'en aurons certainement pas pour eux. » La danse diplomatique était terminée. L'amiral Patrick Spencer se tenait devant l'immense écran holographique du commandement central terrestre, son visage buriné illuminé par la carte tourbillonnante de la galaxie. Des marqueurs rouges indiquaient les bastions connus du Conseil galactique, tandis que des points bleus représentaient les flottes terrestres cachées, émergeant de leurs cachettes. À travers le système solaire. « Messieurs !» s'adressa Spencer au commandant rassemblé, la voix ferme malgré la gravité du moment. « Le temps de la diplomatie est révolu. Le chancelier Ross nous a donné le signal. L'opération Stop Being Nice est désormais pleinement en vigueur. » La salle vibrait d'une énergie tendue tandis que chaque commandant prenait conscience de la gravité de la situation. Le général Morgan Holt, chef des forces terrestres, s'avança. « Amiral, mes troupes sont prêtes à se déployer à tout moment. Donnez-moi l'ordre. » Spencer hocha la tête sans quitter la carte galactique des yeux. « L'ordre est donné, général. À toutes les unités, commencez l'opération. » Partout dans le système solaire, des bases secrètes ont pris vie. Sur Mars, d'immenses portes de hangars se sont ouvertes, révélant des rangées de vaisseaux spatiaux anguleux et élégants, jamais vus par des extraterrestres. Depuis les lunes de Jupiter et de Saturne, des transporteurs furtifs se sont dévoilés,
leurs soutes remplies d'essaims de chasseurs. Dans la ceinture d'astéroïdes, les opérations minières se sont transformées en un clin d'œil, révélant leur véritable nature de base avancée. Les plateformes d'armes, longtemps camouflées en relais de communication, activèrent de leur système de ciblage. La voix de l'amiral Spencer grésilla dans les communications sécurisées. Ça y est, tout le monde. Tout ce à quoi nous nous sommes préparés. Souvenez-vous de votre entraînement, faites confiance à vos coéquipiers et montrez à ces salauds d'extraterrestres pourquoi ils auraient dû laisser la Terre tranquille. Le commandant Jack Reynolds, chef de l'escadron de défense sol, ressentit une poussée d'adrénaline en s'attachant à son siège de commandement à bord de l'UES Defiant. « Toutes les escadres au rapport », ordonna-t-il, ses doigts dansant sur les commandes holographiques. L'escadre Alpha, prête. L'escadre Beta, prête à botter des fesses extraterrestres. Aile Gamma, verrouillée et chargée. Reynolds s'autorisa un sourire sinistre. Bon, tout le monde. Notre première cible est la station relais Proxima Centauri. C'est le pivot du système d'alerte précoce du Conseil dans ce secteur. Nous la neutralisons. Nous donnons à notre flotte principale le temps nécessaire pour se mobiliser. Les moteurs du Défiant rugirent, rejoints par des dizaines d'autres vaisseaux émergeant de leurs docks cachés dans la ceinture de Kuiper. D'un même mouvement, ils accélérèrent vers les confins du système solaire, se préparant au voyage à une vitesse supérieure à la lumière. Pendant ce temps, dans le ciel terrestre, l'opération Cheval de Troie battait son plein. Des centaines de navires civils, de cargos, de paquebots et de yachts privés entamèrent leur séquence de départ habituelle. Mais en quittant l'atmosphère, des panneaux cachés s'ouvrirent, révélant un armement de pointe et des capteurs avancés. La colonelle Maggie Yeoh, seule femme commandant cette opération, coordonnait la flotte civile depuis son poste de commandement sur la Lune. Souvenez-vous, mes amis, de maintenir un trafic normal jusqu'à ce que vous ayez franchi le réseau de capteurs du Conseil. Nous devons nous rapprocher au plus près de leur principale ligne de défense avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe. De retour au commandement central, l'amiral Spencer observait la mise en place des pièces de la grande stratégie humaine. Il se tourna vers son second, le capitaine David Craig. Un rapport sur la flotte fantôme? Craig consulta son bloc de données. La flotte fantôme a réussi à pénétrer dans l'héliopause à Amiral. Elle est désormais hors de portée de toute détection du Conseil. L'heure d'arrivée prévue pour la première cible était 3. Spencer hocha la tête, une fierté féroce lui montant à la poitrine. La flotte fantôme était l'atout de l'humanité. Des vaisseaux construits avec une technologie rétroconçue à partir de vaisseaux extraterrestres écrasés, intégrant des systèmes furtifs surpassant tout ce que le Conseil avait jamais connu. Alors que les forces terrestres se mettaient en position, le Conseil galactique restait parfaitement inconscient de la tempête qui s'apprêtait à éclater. Dans la salle du Conseil, les débats se poursuivaient sur la meilleure façon d'exploiter les ressources de la Terre, Mordecai et ses alliés réclamant une action immédiate. Ce fut la conseillère Talizora, l'être aviaire qui avait manifesté sa sympathie pour la situation critique de la Terre, qui remarqua la première quelque chose d'anormal. Les sens aiguisés de son espèce percevaient un léger changement dans le bourdonnement de fond de la station. Un changement dans la distribution d'énergie du réseau de capteurs. « Conseiller Mordecai », interrompit-elle, les plumes hérissées d'inquiétude. « Je crois que nous avons un problème. » Mais avant qu'elle puisse s'exprimer, des alarmes retentirent dans toute la station. L'écran principal s'alluma, montrant une scène de chaos au relais de Proxima Centauri. Des vaisseaux humains, surgis de nulle part, envahirent la station. Leurs armes étaient sans précédent pour le Conseil. Des faisceaux de matière noire cohérente effaçaient purement et simplement des pans entiers du relais. Les écailles de Mordecai pâlirent en voyant le relais. L'un des avant-postes les mieux défendus du secteur s'effondrait en quelques minutes. « Impossible, siffla-t-il. Comment ont-ils réussi à déjouer nos systèmes d'alerte précoce?
Comment ont-ils réussi à déjouer nos systèmes d'alerte précoce? Dans le bloc de détention, le chancelier Ross s'autorisa un petit sourire satisfait en sentant les subtiles vibrations des tirs d'armes à travers la coque de la station. « C'est pour ça qu'on ne coince pas un mortel », murmura-t-il. Alors que la nouvelle de l'attaque se répandait, la réponse du Conseil fut fragmentée et chaotique. Certains appelaient à des représailles immédiates, tandis que d'autres appelaient à la prudence, craignant les capacités inconnues que la Terre avait soudainement révélées. Mais les humains n'attendaient pas que le Conseil se mobilise. Partout dans la galaxie, des frappes soigneusement coordonnées étaient déjà en cours. Dans le système Arcturus, un chantier naval clé du Conseil fut victime d'une série d'explosions. Le commandant Petrus Guerrera, à la tête d'un escadron de vaisseaux fantômes révolutionnaires, orchestra un ballet destructeur. Ces vaisseaux apparurent et disparurent dans l'espace normal, apparaissant à l'intérieur du périmètre défensif du chantier et lançant des salves de torpilles déstabilisées quantiques avant de disparaître à nouveau. Cible alpha neutralisée, rapporta Guerrera d'une voix calme et professionnelle malgré le carnage qui se déroulait autour de lui. Passons à la cible bêta. Rappelons à tous les pilotes de minimiser les pertes. Nous sommes là pour paralyser leurs capacités militaires, pas pour massacrer des civils. Cette directive, visant à éviter des pertes humaines inutiles, était un élément clé de la stratégie terrestre. Il ne s'agissait pas seulement de gagner la guerre, mais de garantir la paix qui suivrait. En faisant preuve de retenue, même au cœur d'une victoire écrasante, l'humanité espérait montrer à la galaxie qu'elle n'était pas les barbares que certains membres du Conseil avaient dépeints. Alors que les combats se faisaient rage dans l'espace connu, les défenses terrestres ne restaient pas inactives. Le général Holt supervisa l'activation du réseau de boucliers planétaires, une entreprise colossale déguisée en projet mondial d'énergie propre. Des milliers d'éoliennes et de panneaux solaires à la surface de la planète scintillèrent et se transformèrent, révélant en quelques minutes leur véritable nature de projecteurs d'énergie avancés. Un dôme scintillant d'énergie translucide enveloppa la Terre, capable de résister aux armes les plus puissantes de l'arsenal connu du Conseil, le réseau de boucliers, d'une capacité de 100. L'un des lieutenants de Holt rapporta que nous pouvions résister à des attaques soutenues. « Des bombardements depuis des mois, monsieur. » Holt hocha la tête d'un air sombre. « Espérons que nous n'en arriverons pas là. Notre meilleure défense est une bonne attaque. Où en sont les forces de contre-invasion ?» En réponse, un autre affichage holographique s'anima, montrant d'énormes transports de troupes surgissant de bases cachées dans la fosse des Mariannes et les banquises de l'Antarctique. Chaque porte-avions transportait des milliers de soldats en armure assistée, prêts à être déployés sur tout monde qui oserait attaquer la Terre. Pendant ce temps, dans le nuage d'Oort, le projet le plus ambitieux de l'humanité était sur le point d'être dévoilé. Un essaim de vaisseaux de construction automatisés travaillait depuis des décennies, à l'abri des regards indiscrets, à la construction d'un projet sans précédent. La voix de l'amiral Spencer résonna sur tous les canaux. « À toutes les unités, ici Overlord. Lancez l'opération Échec et Mat. » En réponse, le nuage d'Oort sembla s'animer. Des millions d'objets, de la taille d'un point à celle d'une petite lune, se mirent à bouger. Mais il ne s'agissait pas d'astéroïdes ou de comètes ordinaires. Il s'agissait d'une vaste armada de machines de guerre automatisées, chacune dotée des technologies les plus avancées que la Terre puisse offrir. À mesure que l'essaim s'approchait du système solaire interne, sa véritable ampleur devint apparente. C'était une force capable de submerger des systèmes stellaires entiers, témoignant de la puissance industrielle et de l'ingéniosité technologique de l'humanité. De retour au front, les forces terrestres continuèrent de progresser rapidement. Les lignes défensives du Conseil, conçues pour repousser les attaques conventionnelles, se révélèrent terriblement inadaptées aux tactiques non conventionnelles et aux technologies inconnues de l'humanité. Le commandant Reynolds
menant l'assaut sur un centre de communication crucial du Conseil, s'émerveillaient de l'efficacité de leurs nouvelles armes. On dirait qu'ils se battent à coups de bâtons et de pierres, murmura-t-il, tandis qu'un autre croiseur ennemi succombait au canon à matière noire du Défiant. Mais ce n'était pas seulement la puissance de feu supérieure qui donnait l'avantage à l'humanité. Des années d'études des tactiques et des technologies du Conseil avaient permis aux stratèges terrestres de développer des contre-mesures parfaites. Chaque feinte, chaque manœuvre standard des forces du Conseil se heurtait à une riposte dévastatrice. Dans le système Sirius, une importante flotte du Conseil tenta de se regrouper et de lancer une contre-offensive. Mais elle se retrouva constamment déjouée par la flotte fantôme. Les vaisseaux apparaissaient et disparaissaient plus vite que les ordinateurs de ciblage ne pouvaient les cibler, frappant avec une précision chirurgicale avant de disparaître dans le vide. La flotte civile du colonel Yeo, désormais au cœur de l'espace du Conseil, déclencha son piège. Ce que le Conseil avait considéré comme des vaisseaux de transport inoffensifs révéla soudain leur véritable nature. Des armes surgirent de compartiments secrets et des systèmes ECM avancés brouillèrent les communications ennemies. À tous les vaisseaux, exécutez le plan Oméga, ordonna Yeo. Sa flotte se divisa en dizaines de petits groupes. Chacun ciblant un avant-poste ou une ligne de ravitaillement différent du Conseil. Le réseau logistique du Conseil, déjà mis à rude épreuve par l'assaut soudain, commença à s'effondrer tandis que les rapports de victoires humaines affluaient de toute la galaxie. L'ambiance au sein du commandement central terrestre était à l'optimisme prudent. Ils avaient réussi la surprise stratégique, mais l'amiral Spencer savait que le véritable test était encore à venir. « Nous leur avons mis le feu aux poudres », déclara-t-il à ses commandants. « Mais ne vous y trompez pas, le Conseil nous surpasse encore en nombre. Il dispose de ressources dont on ne peut que rêver. Ce n'est que le début. » Le capitaine Craig s'approcha, muni d'un bloc de données. « Monsieur, nous recevons des transmissions de plusieurs mondes non membres du Conseil. Ils offrent leur soutien. » Spencer haussa un sourcil. « Soutien ?» Craig acquiesça. « Oui, monsieur. Il semble que notre démonstration de puissance, combinée à notre retenue à cibler les populations civiles, ait impressionné certains systèmes neutres. Ils offrent volontairement des vaisseaux, des ressources et même des troupes. » Un murmure d'excitation parcourut le centre de commandement. C'était un développement inattendu, qui pourrait faire pencher la balance en faveur de la Terre. Spencer s'autorisa un léger sourire. « Tiens, il semble que la galaxie regorge de surprises. Connectez-moi à ces alliés potentiels. Voyons si nous pouvons transformer cette guerre en révolution. » Alors que les forces terrestres poursuivaient leur progression, perçant les premières lignes de défense du Conseil à une vitesse fulgurante, l'ampleur réelle des préparatifs de l'humanité devint évidente. Il ne s'agissait pas de simples représailles. Il s'agissait d'une campagne soigneusement orchestrée visant à remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la galaxie. La silhouette massive de la station du Conseil galactique se dressait devant nous, ses flèches ornées et ses quais tentaculaires contrastant fortement avec les silhouettes élancées et prédatrices de la flotte humaine en approche. L'amiral Patrick Spencer se tenait sur le pont de l'UES indomitable, son visage rayonnant de vie illuminé par les écrans holographiques qui l'entouraient. Tous les vaisseaux maintenaient la formation. La voix de Spencer résonna sur les canaux de communication. Souvenez-vous de votre entraînement. Nous ne sommes pas là pour une destruction massive. La précision et le contrôle sont essentiels. Le commandant Jack Reynolds, à la tête de l'avant-garde à bord du US Defiant, prit acte de l'ordre. Copiez que les escadrilles de l'amiral Alpha et Beta se mettent en position pour engager le réseau de défense extérieure. Comme si c'était le signal, l'espace autour de la station explosa dans un éblouissant déploiement d'armes énergétiques. D'imposantes plateformes de défense, dissimulées dans l'architecture complexe de la station, s'animèrent. Des faisceaux de plasma cohérents jaillirent, cherchant à vaporiser les vaisseaux humains en approche. Mais l'humanité s'était préparée à ce moment. Les vaisseaux de tête scintillèrent, leur système furtif avançait, concentrant la lumière et l'énergie autour d'eux.
Les ordinateurs de ciblage de la station peinaient à maintenir le verrouillage, leurs tirs traversant sans danger les leurres holographiques. Reynolds aboya alors. Toutes ailes, exécutez la manœuvre Theta. La flotte humaine se sépara avec une précision époustouflante. Des appareils plus petits et plus agiles fonçaient en avant, se faufilant à travers le feu défensif avec une agilité incroyable. Ce n'étaient pas des pilotes ordinaires. Il s'agissait d'une nouvelle génération d'opérateurs neuronaux, dont les réflexes et les capacités de décision dépassaient les limites humaines. Alors que les chasseurs engageaient les défenses extérieures de la station, de plus gros croiseurs se mirent en position. Leurs coques s'ouvrirent, révélant des rangées de missiles inédites dans la galaxie. Sur un ordre silencieux, les missiles furent lancés, laissant derrière eux des traînées d'espace déformées. Missiles à phase quantique en route, le capitaine Maggie Yeoh fit son rapport depuis son poste de coordination de la frappe. Impact dans 3, 2, 1. Les missiles frappèrent dans les boucliers de la station et les traversèrent de part en part. Ils revinrent dans l'espace normal, à l'intérieur du périmètre du bouclier, explosant avec une précision extrême contre des positions défensives clés. Des sections de l'anneau extérieur de la station furent plongées dans le noir suite à une panne d'électricité. Dans la salle du conseil, la panique régnait. Mordecai hurla des ordres, les écailles rouges de rage et de peur. Où sont nos renforts? Contactez les flottes nationales immédiatement. La conseillère Talizora, hérissée d'agitation, se tourna vers ses collègues du conseil. Nous devons réclamer la paix. Vous ne voyez pas? Les humains ne sont pas là pour nous détruire. Ils font preuve d'une remarquable retenue. Si nous continuons cette folie, nous risquons de tout perdre. Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La majorité du Conseil, habituée depuis longtemps à sa domination incontestée, ne pouvait concevoir l'idée de capituler devant une espèce qu'ils avaient qualifiée de primitive. De retour sur l'Indomitable, l'amiral Spencer reçut une communication urgente. « Monsieur », rapporta son officier tactique, « nous détectons plusieurs signatures hyperspatiales. Il semble que les renforts du Conseil soient arrivés. » Spencer plissa les yeux. « Pile à l'heure. Mettez-moi en communication avec le commandant Guerrera. » Le visage de Petrus Guerrera apparut sur l'écran de communication, son expression exprimant une excitation contenue. « À vos ordres, amiral. La flotte fantôme est en position et prête à déclencher le piège. »« Exécutez l'opération échec et mat », ordonna Spencer. Alors que les renforts du Conseil émergeaient de l'hyperespace, une armada massive de vaisseaux d'une douzaine d'espèces différentes, ils s'attendaient à prendre la flotte humaine dans un feu croisé mortel. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent face à l'impossible. La flotte fantôme, cachée dans le vide entre le normal et l'hyperespace, se révéla. Des vaisseaux extraterrestres aux lignes épurées, construits avec une technologie repoussant les limites de la physique connue, se matérialisèrent autour des renforts du Conseil. Avant même que les vaisseaux extraterrestres puissent réagir, ils se retrouvèrent enveloppés dans des champs d'espace-temps déformés. « Ciblez leurs moteurs et leurs armes », ordonna Guerrera à sa flotte. « Désactivez, ne détruisez pas. Montrons-leur le sens de la guerre de précision. » La bataille qui s'ensuivit fut sans précédent dans la galaxie. Les vaisseaux de la flotte fantôme dansaient dans l'espace, leurs mouvements imprévisibles et apparemment impossibles. Ils allaient et venaient hors de la réalité, frappant avec des armes qui semblaient ignorer boucliers et armures. Les vaisseaux du Conseil constataient des défaillances de leur système, leurs équipages désorientés par des vagues de particules exotiques qui perturbaient machines et esprits organiques. Certains vaisseaux dérivaient simplement, et les mines organiques. D'autres dérivaient simplement, leur noyau d'énergie étant coupé par des impulsions électromagnétiques ciblées. Depuis sa cellule de la station du Conseil, le chancelier Ross ressentait les frémissements de la bataille. Une fierté féroce le submergeait lorsqu'il prenait conscience de l'ampleur du plan de l'humanité. Il ne se contentait pas de mener une guerre, il réécrivait quant à les règles du combat. Tandis que les renforts s'effondraient sous l'assaut de la flotte fantôme,
la principale armada humaine étendait son avantage. Les défenses de la station, déjà affaiblies par l'assaut initial, faisaient maintenant face à une attaque renouvelée et intensifiée. La voix de l'amiral Spencer résonna sur tous les canaux, s'adressant à sa flotte et aux défenseurs. Ceci est votre dernier avertissement. Éteignez vos armes et préparez-vous à l'abordage. Toute résistance supplémentaire sera réprimée avec une force écrasante. À l'intérieur de la station, l'ambiance changea. Des employés subalternes et des représentants d'espèces moins militantes commencèrent à remettre en question la position intransigeante du Conseil. Des murmures de dissidence se répandirent dans les couloirs à mesure que la réalité de la situation s'imposait. Profitant de l'incertitude, un petit groupe d'extraterrestres bienveillants passa à l'action. Menés par la conseillère Talizora, ils s'employèrent à saper de l'intérieur les dernières défenses de la station. Alors que les derniers renforts du Conseil étaient neutralisés, la flotte humaine se regroupa pour l'assaut final. L'amiral Spencer, en coordination avec ses commandants, s'occupa de la phase finale de l'assaut. Commandant Reynolds, votre équipe dirigera les équipes d'abordage. Colonel Yo, apportez un appui feu rapproché. Commandant Guerrera, gardez la flotte fantôme en réserve. Nous pourrions en avoir besoin si le Conseil réserve d'autres surprises. Les officiers accusèrent de réception de leurs ordres. Leurs visages exprimèrent leur détermination. C'était le moment pour lequel ils s'étaient entraînés, l'aboutissement d'années de préparation et de sacrifice. Alors que les vaisseaux humains se rapprochèrent de la station, ces défenses restantes se déchaînèrent dans une ultime résistance désespérée. Rayons d'énergie et torpilles à plasma sillonnèrent l'espace, créant un réseau mortel de destruction. Mais la flotte humaine était implacable. Ils avançaient, leurs boucliers avancés absorbant une punition qui aurait vaporisé des vaisseaux moins puissants. Des frappes de précision désactivaient les emplacements d'armes et les générateurs de boucliers, anéantissant systématiquement la capacité de résistance de la station. Dans la salle du Conseil, Mordecai regardait, incrédule, ses grands projets s'effondrer. « Comment » grogna-t-il. « Comment ont-ils pu dissimuler un tel pouvoir ?» La conseillère Talizora fixa Mordecai d'un regard d'acier. « Peut-être, conseillère, est-il temps d'envisager la possibilité que nous ayons gravement sous-estimé les humains et que nos actions aient réveillé quelque chose que nous ne pouvons peut-être pas contrôler. » Comme en réponse à ces paroles, une nouvelle alerte retentit. L'écran principal se déplaça pour montrer une image qui fit frissonner tous les êtres présents dans la chambre. L'immense essaim du nuage d'Oort, désormais visible par les capteurs du Conseil, fonçait sur eux comme une marée inexorable. Le message était clair. L'humanité avait été poussée trop loin, et la galaxie allait désormais subir toute la puissance d'une espèce ayant évolué sur un monde qui tentait de la tuer chaque jour. Les habitants de Deathworld avaient décidé de cesser d'être gentils, et le Conseil commençait seulement à comprendre la grave erreur qu'ils avaient commise en les provoquant. Les défenses de la station étant en ruine et les renforts du Conseil neutralisés, la flotte humaine entama son approche finale. Des navettes d'abordage se détachèrent des plus gros vaisseaux, fonçant vers la station telle une nuée de météores meurtriers. La voix de l'amiral Spencer grésilla une dernière fois dans le système de communication. À toutes les unités, préparez-vous à l'abordage. Souvenez-vous de votre entraînement. Respectez le plan et montrez à ces extraterrestres pourquoi la Terre était restée invaincue pendant des millénaires. Alors que les navettes d'abordage se rapprochaient, les derniers systèmes de défense ponctuels de la station s'activèrent dans une tentative désespérée de repousser les envahisseurs. Mais c'était trop peu, trop tard. Les vaisseaux humains se faufilèrent à travers le barrage avec une précision inhumaine. Leurs pilotes aux réflexes améliorés et à l'aide de l'IA leur permettant de prédire et d'éviter chaque tir. Les premières navettes percutèrent en la coque de la station, les pinces magnétiques s'activant alors qu'elles cherchaient des points de brèche. Des essaims de petits appareils, semblables à des drones, précédaient les troupes humaines.
utilisant des capteurs sophistiqués pour cartographier les défenses internes et identifier les points d'entrée optimaux. À l'intérieur de la station, le chaos régnait. Les alarmes retentissaient tandis que les forces de sécurité s'efforçaient de repousser les frontières. Mais ils faisaient face à un ennemi sans précédent. Les troupes humaines, vêtues d'armures motorisées qui les rendaient plus mécaniques que charnelles, franchirent les sas et les cloisons de secours avec une efficacité redoutable. Tandis que les forces humaines s'assuraient une tête de pont au sein de la station, l'amiral Spencer s'autorisa un sourire sombre. La voie vers la salle du Conseil était ouverte, et avec elle, l'occasion de remodeler l'équilibre des pouvoirs de la galaxie. Les morts-mondeurs étaient arrivés, et le règne d'autorité incontestée du Conseil galactique allait prendre fin. La voix de l'amiral Spencer grésilla sur le canal de communication sécurisé. À toutes les unités, ici, Overlord, lancez l'opération Thunderbolt. Asati. Nipete. Unité. Ici, Overlord. Lancez l'opération Thunderbolt. Dans toute la station, des émetteurs cachés s'activèrent, diffusant un message soigneusement élaboré sur toutes les fréquences. La voix du chancelier Ross résonna dans chaque couloir et chaque chambre, appelant à l'unité contre la corruption et la tyrannie. L'effet fut immédiat. Dans toute la station, des émeutes éclatèrent, les espèces opprimées et le personnel subalterne se retournant contre leurs anciens maîtres. Les forces de sécurité, déjà à bout de force pour repousser les envahisseurs humains, se retrouvèrent à mener une guerre sur 2 fronts. Le commandant Jack Reynolds mena la première vague de troupes humaines dans le hall principal de la station. Des armes à énergie sillonnaient l'air, tandis que les loyalistes du Conseil menaient une action désespérée pour contenir la situation. « Équipe Alpha, sécurisez le flanc gauche », aboya Reynolds. « Beta, avec moi. » On fonce droit vers les ascenseurs centraux. Les soldats humains se déplaçaient avec une rapidité et une précision surhumaines, leur armure assistée leur permettant de repousser des attaques qui auraient vaporisé la chair non protégée. Ils se battaient comme une équipe d'intervention chirurgicale, chaque mouvement étant calculé pour une efficacité maximale et un minimum de dommages collatéraux. Alors qu'ils avançaient, un groupe d'extraterrestres massifs, cybernétiquement améliorés, les chargea. Reynolds sourit derrière son casque. « Activez les IEM. » L'escouade humaine déclencha les générateurs d'impulsions électromagnétiques intégrés à son armure. Les cyborgs avancèrent en titubant, leurs systèmes améliorés se court-circuitant. Avant qu'ils puissent en se reprendre, les humains les attaquèrent, usant de leur vitesse et de leur agilité supérieure pour déjouer les manœuvres des géants. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la station, le chancelier Ross sentait les vibrations du combat à travers les murs de sa cellule. Lorsque la porte s'ouvrit, il était prêt. « Chancelier !» appela la conseillère Talizora, flanquée d'un petit groupe d'aliens alliés. « Il faut agir maintenant !» Ross hocha la tête, emboîtant le pas au groupe tandis qu'il naviguait dans les couloirs chaotiques. Rapport de situation ? Les humains progressent sur tous les fronts, groupe Talizora, tandis qu'ils naviguaient dans les couloirs chaotiques. Rapport de situation ? Les humains progressent sur tous les fronts, expliqua Talizora en courant. Mordecai et ses fidèles se sont barricadés dans la salle du conseil, mais ce n'est qu'une question de temps. Une puissante explosion secoua la station. Les alarmes retentirent, tandis que les champs de force d'urgence se déclenchaient, refermant la brèche. « Ce serait l'assaut principal, » dit Ross d'un ton sombre. « Il faut qu'on se rende à la salle de contrôle. » Ils tournèrent au coin d'une rue et se retrouvèrent nez à nez avec une escouade des forces de sécurité du Conseil. Un instant, les 2 groupes se figèrent, armes levées. Puis, le sergent extraterrestre baissa la sienne. « Chancelier !» dit-il, son interprète peinant à traduire le mélange de respect et de désespoir dans sa voix. « Nous nous rendons. S'il vous plaît, arrêtez cette folie. » Une scène se déroulait à travers la station. À mesure que la nouvelle de l'avancée humaine se répandait,
De plus en plus de forces du Conseil prenaient conscience de l'inutilité de la résistance. Des années de ressentiment envers des dirigeants corrompus remontaient à la surface, transformant d'anciens ennemis en alliés improbables. Dans le hangar principal, l'amiral Spencer descendit de sa navette, observant le chaos environnant. Des incendies faisaient rage dans plusieurs zones, et l'air était chargé de fumée et imprégné de l'odeur âcre des tirs d'armes. « Monsieur », rapporta son aide de camp, « nous avons sécurisé environ 70% de la station. » La résistance s'effrite, mais Mordecai et son entourage sont toujours retranchés dans la salle du conseil. Spencer hocha la tête, le visage sombre. « Alors, c'est là que nous allons. Trouvez-moi une ligne directe pour contacter Reynolds. » Tandis que l'équipe de Spencer se frayait un chemin vers le cœur de la station, la salle du conseil était plongée dans un désespoir absolu. Mordecai marchait frénétiquement, ses écailles pâles de peur et de rage. Comment? Il gronda contre les quelques loyalistes restants. Comment ces singes primitifs ont-ils pu faire ça? Nous sommes le Conseil galactique. Nous sommes suprêmes. La conseillère Vachid Toura, la forme cristalline voilée par le stress, finit par craquer. Assez, Mordecai. Ton arrogance et ta cupidité nous ont conduits là. C'est fini. Les portes massives de la chambre commencèrent à rougeoyer. Le métal se déforma et bouillonna, puis explosa vers l'intérieur dans une pluie de débris en fusion. À travers la fumée, le chancelier Ross avançait à grands pas, flanqué de l'amiral Spencer et du commandant Reynolds. Derrière eux, une phalange de troupes humaines et d'aliens alliés emplissait le couloir. Conseiller Mordecai, la voix de Ross résonna dans la salle, amplifiée par les haut-parleurs de sa combinaison. « Au nom de la terre et de tous les peuples que vous avez lésés, je vous mets en état d'arrestation. » Les yeux de Mordecai scrutèrent le ciel, cherchant une issue. N'en trouvant aucune, il chercha une arme cachée, mais son bras fut immobilisé par une force invisible. « Je ne le ferai pas, » dit Spencer calmement, en abaissant un appareil qui vibrait d'une énergie exotique. Chambre de stase localisée. Une des nombreuses astuces que nous avions apprises alors que vous nous considériez comme une bande de singes primitifs. Une fois Mordecai et ses derniers loyalistes en sécurité, Ross s'adressa à l'Assemblée extraterrestre, composée de membres du Conseil, de membres du personnel et de représentants d'innombrables mondes. Aujourd'hui marque la fin d'une époque, commença-t-il, sa voix portant le poids de l'histoire. Pendant trop longtemps, le Conseil galactique a été un instrument d'oppression, utilisé par quelques-uns pour contrôler le plus grand nombre. Cela prend fin maintenant. Il marqua une pause, le temps de bien assimiler ses paroles. Mais ce n'est pas la fin du Conseil lui-même. C'est plutôt un nouveau départ, l'occasion de construire quelque chose de véritablement grand. Une communauté galactique fondée sur le respect mutuel, la coopération et la justice pour toutes les espèces. Tandis que Ross parlait, des écrans holographiques s'animèrent dans toute la station et à travers la galaxie. Les visages de dirigeants humains, d'espèces extraterrestres alliées et même d'anciens membres du Conseil apparurent, chacun joignant sa voix à l'appel à un nouvel ordre. « Nous sommes à la croisée des chemins », poursuivit Ross. « Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Il y aura des défis, des désaccords et des choix difficiles à faire. Mais je crois qu'ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur que celui qu'une espèce pourrait accomplir seule. » Ross fit un geste vers les Humanaïs et les autres conseillers arrêtés. À ceux qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont exploité et opprimé les autres pour leur profit personnel, je dis ceci. Votre règne est terminé. Vous serez traduits en justice pour vos crimes, non par vengeance, mais dans la quête d'une galaxie plus juste pour tous. La voix de Ross s'éleva, emplie de détermination. Au peuple de la galaxie, je prends cet engagement solennel. La Terre et ses alliés travailleront sans relâche pour démanteler les systèmes d'oppression qui ont maintenu tant de personnes en esclavage. Nous établirons de nouveaux protocoles pour l'au-delà interstellaire,
pour les innombrables mondes qui regardent cette émission. Mais nous ne pouvons y parvenir seuls. Nous appelons toutes les espèces, tous les mondes, à se joindre à nous dans cette entreprise. Ensemble, nous pouvons bâtir une civilisation galactique qui sera un symbole d'espoir pour les générations à venir. Alors que Ross terminait son discours, un profond silence s'abattit sur la salle. Puis, lentement au début, puis de plus en plus fort, les applaudissements et les acclamations éclatèrent. Des espèces qui étaient des ennemis acharnés quelques heures auparavant se retrouvèrent unis dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'amiral Spencer s'avança et posa une main sur l'épaule de Ross. « Bien dit, chancelier. Mais ce n'est pas fini. » Ross hocha la tête, l'air résolu. « En effet, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. » D'un geste, Ross fit signe aux troupes humaines. Ils se dépêchèrent d'agir, sécurisant Mordecai et les autres conseillers corrompus. Tandis qu'ils étaient emmenés, leurs robes autrefois majestueuses désormais en lambeaux et tachées, le poids de leurs crimes semblait peser lourdement sur eux. « Emmenez-les en cellule, » ordonna Ross. « Ils seront jugés pour leurs actes en toute transparence, aux yeux de tous les peuples de la galaxie. » Tandis que les prisonniers étaient escortés vers la sortie, Ross se tourna vers les membres et représentants restants du Conseil. « Nous avons beaucoup de travail. La transition ne sera pas facile, mais elle est nécessaire. J'appelle chacun d'entre vous à apporter son expertise et ses perspectives uniques pour contribuer à façonner ce nouvel ordre galactique. » La conseillère Tali Zora s'avança, ses traits aviaires marqués par la détermination. « Chancelier Ross, vous bénéficiez du soutien indéfectible de mon peuple. Nous rêvons depuis longtemps d'un conseil plus juste et nous sommes prêts à contribuer à sa réalisation. » Un à un, d'autres représentants ont exprimé leur soutien. Même ceux qui, au départ, étaient sceptiques quant aux intentions humaines se sont laissés convaincre par la vision exposée par Ross. Alors que la réunion improvisée se poursuivait, des plans furent rapidement élaborés pour venir en aide au monde ayant souffert sous l'Ancien Régime. Des groupes de travail furent créés pour vérifier les décisions passées du Conseil, corriger les erreurs anciennes et établir de nouveaux protocoles de gouvernance interstellaire. Tout au long de cette période, Ross resta au centre, coordonnant les efforts et réglant les conflits d'une main de fer. Les compétences qui avaient fait de lui un diplomate efficace lui étaient désormais précieuses pour naviguer dans le réseau complexe des politiques interspécifiques. Les habitants de Death World avaient démontré leur force à la galaxie. À présent, ils allaient lui montrer leur sagesse, leur compassion et leur engagement indéfectible pour un avenir meilleur pour tous les êtres sensibles. « Salut! Je suis ravi et que tu sois arrivé et jusqu'ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et de t'abonner. C'est vraiment important pour la chaîne. Vraiment important. Et j'ai encore une chose pour toi. J'ai sélectionné une autre vidéo. Clique ici. Ou ici pour la playlist complète. On se voit là-bas.